C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers alumni, j'espère que vous allez bien. Au nom de Pascal Perrino, président de Sciences Po Alumni, je suis très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette conférence organisée et animée ce soir par le Cercle TTT. Alors, nous sommes à Sciences Po Alumni, vous le savez, mobilisés autour de plusieurs grands axes de travail et de réflexion au quotidien. Le premier, c'est évidemment celui de la cartographie du réseau pour faire véritablement de notre association un réseau d'aide, un réseau d'entraide, un réseau d'influence. Nous avons également pour vocation de faire rayonner la marque Sciences Po, puisque c'est elle qui contribue d'une part à valoriser le diplôme de chacune et de chacun d'entre nous, mais également à positionner Sciences Po et Sciences Po Alumni dans le débat public, qu'il soit national, européen ou international. Et la conférence de ce soir en est une illustration. Nous avons également pour troisième objectif de faire en sorte que Sciences Po Alumni soit encore plus visible auprès des étudiants qui sont actuellement en formation initiale à Sciences Po. Et je salue en ce sens les efforts du cercle TTT pour avoir embarqué dans le bureau du cercle des étudiants et des tout jeunes diplômés. C'est évidemment un rôle essentiel de notre association. Un quatrième pilier qui est plus spécifiquement lié à la question de l'insertion professionnelle, et un certain nombre d'entre vous participants ce soir travaillent directement ou êtes intéressés par les sujets qui vont être traités autour notamment du tourisme et de son lien avec la pandémie. Et de ce point de vue-là, Sciences Po Alumni en tant que réseau a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle, l'accompagnement, les conseils dans la trajectoire professionnelle de chacune et de chacun de nos diplômés. Et puis enfin, il y a un dernier aspect de notre travail qui est très lié ces derniers mois de surcroît, à la lumière de la crise sanitaire que nous vivons, aux questions de solidarité. Et vous avez dû recevoir avant l'été et depuis une communication régulière sur l'initiative qui a été lancée par notre président Sciences Po Alumni Solidaire. Voilà, alors je tiens ce soir à saluer très chaleureusement les participants et intervenants qui ont été conviés à s'exprimer devant vous par le cercle TTT. Soyez les bienvenus et très chaleureusement remerciés pour votre disponibilité et le temps que vous nous accordez. Et puis saluer évidemment la présidence bicéphale du cercle TTT qui n'économise pas son énergie pour animer de manière extrêmement proactive le réseau des alumni, et ce depuis sa création il y a un peu moins d'un an. Nous portons à Sciences Po Alumni, et ce au niveau de la présidence, notre président Pascal Perrino y est, comme vous le savez, extrêmement sensible. Nous portons un intérêt tout particulier à la question des terroirs et des territoires, à la question du local et de son lien avec le global. Et de ce point de vue-là, la conférence de ce soir est emblématique des enjeux et des défis que se sont fixés ce cercle. Donc, que Sylviane et Pascal en soient ici chaleureusement remerciés, et je leur laisse immédiatement la parole. Excellente conférence à toutes et à tous. Pascal, il te faut ouvrir le micro. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup Bernard pour ces propos introductifs et pour ces mises en perspective. Merci aussi, depuis ton arrivée, on sent un souffle, une énergie, et malgré le confinement, parce que tu es arrivé 6 mois avant le confinement, de même que nous, on a lancé notre cercle quelques mois avant le confinement. En tout cas, merci pour ces propos, ces mises en perspective. Merci à Pascal Perrino. Peut-être qu'il sera avec nous online tout à l'heure pour peut-être poser une question. Et puis, merci à Sylviane qui va prendre la parole pour présenter le club dans quelques instants. Et bien sûr, j'aurai l'occasion de les présenter tout à l'heure. Merci à nos deux invités que j'aurai le plaisir de présenter après les quelques propos préliminaires de Sylviane. Juste un mot aussi pour
pour dire qu'effectivement, la dimension transgénérationnelle est très importante pour nous, avec nos 4 jeunes qui font partie de ce cercle, et on l'a souhaité avec Sylviane dès l'origine. Deuxièmement, c'est vrai qu'on avait prévu à l'origine d'organiser au printemps, au moment du confinement, une grande rencontre au Sénat avec le ministre Lecornu pour mettre en perspective l'ensemble de nos thématiques de façon globale. Évidemment, pour les raisons que vous pouvez imaginer, on n'a pas pu faire ce premier exercice, et on a pu démarrer un certain nombre de choses à la fin de l'année dernière, avant l'été, et on souhaitait effectivement pouvoir, soit en début d'été, soit à la fin de l'été, et on avait sollicité déjà Christian Mantelli, faire quelque chose autour de ces défis en jeu, Covid, post-Covid, autour du tourisme, des terroirs et des territoires. Voilà, donc c'est un très bon moment pour le faire. On parle beaucoup de vacances de Noël aujourd'hui, et on sera ravis de pouvoir échanger. Mais je laisse tout de suite la parole à Sylviane pour présenter l'ADN un petit peu de ce cercle qu'on a cofondé ensemble. Merci Pascal et merci Bernard, merci pour cet accueil, et à vous tous, merci d'être avec nous ce soir. Nous avons, comme le disait Bernard, une double tête avec cette idée d'être dans une mixité des regards, une mixité des contributions, puisque nous sommes à Sciences Po et que dès lors que, on le sait tous, nous avons à gérer cette complexité de notre monde et des défis qui sont les nôtres, à nous tous, et avec ces différents regards qui sont les nôtres, aussi bien les hommes, les femmes, les générations multiples. Et c'est ainsi que ce cercle TTT s'est construit. Notre ADN, les 3 T, vous les avez peut-être en tête, c'est terroir, territoire et transformation. Ce qui nous a paru intéressant, c'est de réfléchir ensemble périodiquement, autant que faire se peut. Et jusqu'à présent, on a pu faire une opération en présentiel. C'était donc à l'hiver dernier, fin 2019, avec cette capacité à Sciences Po même de commencer à lancer nos échanges, nos débats. Et puis déjà aussi à l'été, en juin, nous avons aussi démarré, à cause du confinement, nous avons donc démarré cette notion de webinaire qui est reprise aujourd'hui, et nos rencontres seront alternativement en région ou sur Paris, et avec du présentiel autant qu'on y arrivera, dès que ça sera possible, et puis des webinaires régulièrement. Alors, pourquoi ces 3 T et pourquoi cet objectif qui consiste à ouvrir le débat, ouvrir les sujets sur ces sujets en transformation? C'est parce que, bien entendu, nous tous, anciens de Sciences Po, il nous paraît tellement nécessaire d'être totalement le plus possible alertés et aussi conscients de ces enjeux d'un monde qui bouge, d'un monde avec des nouveaux paradigmes, aussi bien des nouveaux paradigmes d'enjeux économiques, d'enjeux sociaux, d'enjeux environnementaux et d'enjeux sociétaux avec ces territoires, puisque tout ce qui bouge, tout ce qui est en train d'évoluer, de se transformer, ou qu'il faudrait encore transformer, parce que parfois ça ne se transforme pas assez vite, eh bien nous, il nous semble que ce n'est pas uniquement dans les livres ou dans les théories, même si c'est très important d'avoir la connaissance technique, scientifique, académique qui est nécessaire pour développer les transformations, mais il est aussi important de le faire par rapport à la vraie vie, sur les territoires, avec les territoires, et on n'est pas dans des enjeux hors sol, nous sommes bien au contraire sur des sujets qui sont extrêmement nécessaires à faire dans notre vie économique, notre vie sociale, notre vie sociétale et notre développement international par rapport à cette capacité qu'ont les territoires à évoluer. Alors, nous, on se dit qu'il y aura énormément de thématiques à traiter tous ensemble. On aura des thématiques à aborder dans tous ces champs. Il se trouve que parmi les premières thématiques que nous avions l'envie d'aborder, eh bien, on a commencé par la gastronomie. Alors peut-être que ça peut vous paraître étonnant, mais pourquoi pas? Nous, finalement, on prend les sujets tels qu'ils nous apparaissent intéressants quand on en a aussi l'envie. Et nous avons eu envie, tous ensemble, de traiter de ce sujet-là, de la gastronomie, les défis d'une alimentation et d'une gastronomie vraiment durable et déconfinée. Ça, c'était au mois de juin dernier, et nous l'avons fait avec des experts intervenants formidables. Nous étions en présence d'Audrey Pulvar et de Laurent Petit, un chef
voilà, étoilé et qui nous a ravis dans ses visions également sur ces sujets. Et puis, parmi donc les autres thématiques, hein, au-delà de celui que nous allons traiter aujourd'hui sur les enjeux touristiques, nous allons aborder au fur et à mesure tout type de sujets, qu'il s'agisse des questions de développement territorial et de leur rayonnement très concrètement, comment faire, comment développer les nouveaux modèles économiques, les nouvelles attractivités territoriales, comment travailler et mieux organiser aussi dans les territoires et avec nos terroirs toutes ces nouvelles façons d'imaginer ces nouvelles économies, l'économie circulaire, tous ces aspects-là. Articuler les sujets de cadre de vie, de santé, de nutrition, bien entendu, on l'évoquera encore aussi aujourd'hui. Les questions de protection de nos ressources, ça fait partie bien sûr de notre terroir, de notre territoire au plus profond d'eux et de notre terre profondément, comment protéger nos ressources, comment les valoriser, comment les développer. Articuler bien sûr tout cela par rapport à nos enjeux climatiques et à nos grands enjeux mondiaux qui peuvent être les sujets aussi de biodiversité. On sait à quel point la nature aujourd'hui souffre et continuera de souffrir sans doute encore longtemps si nous ne faisons pas les choses très vite pour améliorer la situation. Et nous allons bien entendu aussi nous intéresser à tous les enjeux liés aux questions des métiers, à nos cultures, à nos enjeux de diversité et d'inclusion, parce que bien entendu, tout ceci est lié et bien sûr, chacun de vous est invité à proposer des sujets si vous en les souhaitez. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire. Avec Pascal, on sera à votre écoute et bien sûr que pour cela, pour agir, il faut le faire avec les jeunes générations et on est très, très heureux de pouvoir le faire avec les étudiants actuellement de Sciences Po, autant qu'on y arrivera. N'hésitez pas à nous contacter en tous les cas. Merci beaucoup. Et ces 4 étudiants, c'est Antoine, Léa, Antoine et Stacy. Voilà, je voulais les citer parce qu'on a créé ce cercle avec eux. Voilà, sans transition, je vais donc présenter nos 2 intervenants rapidement et ensuite leur permettre effectivement rapidement de très vite exprimer des visions, des expertises et des convictions sur nos sujets. Alors, je vais commencer par Maria Gravari-Barbas. Rebonjour Maria, ravi évidemment de vous avoir. Votre parcours est riche, il est dense, il est riche d'engagement aussi, au-delà des compétences et des expertises académiques. Vous êtes professeur de géographie culturelle et sociale à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes aussi titulaire d'un diplôme d'architecture et d'urbanisme il y a quelques années à Athènes, un endroit que vous chérissez particulièrement. Et puis, vous avez également étudié à Johns Hopkins University aux États-Unis. Vous êtes vice-présidente en charge des affaires internationales de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et aussi, entre autres, directrice de l'EREST, qui est un centre de recherche sur le tourisme. Autre casquette très importante pour nous et pour moi aussi à titre personnel pour plein de raisons, vous dirigez également à la chaire UNESCO Culture, Tourisme et Développement, qui regroupe une trentaine d'universités prestigieuses dans le monde. Et enfin, vous publiez des articles et des livres très importants. Je retiendrai particulièrement en 2020 chez l'Harmattan, le patrimoine mondial, mise en tourisme, mise en image. Voilà, alors merci en tout cas d'être à nos côtés. Je vais présenter en parallèle Christian Montey et on commencera à vous entendre. Il serait temps, à cette heure déjà avancée de notre webinaire. Voilà, merci en tout cas, cher Christian, d'être à nos côtés. Moi, j'ai eu le plaisir, on a eu le plaisir de se croiser au milieu du Cantal, dans un endroit charmant, dans un château très simple, avec un ami commun qui s'appelle Serge Pilitzer, dans un exercice qui s'appelait les entretiens de Vixous, qui faisait réfléchir tout un tas d'opérateurs privés, publics, sur le tourisme, non pas dans 5 ans, mais plutôt dans 30 ans. Et j'étais ravi de modestement participer à ces agapes et d'avoir construit et animé d'ailleurs une table ronde sur femmes et tourisme. Et on aura peut-être l'occasion de reparler de ces sujets dans le cadre du Covid et d'un certain nombre de défis et d'enjeux sur ces thématiques. Alors, Christian, vous êtes d'abord un entrepreneur, un multi-entrepreneur. Vous avez effectivement créé, piloté beaucoup d'entreprises, toujours dans cet univers du tourisme. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle le monsieur tourisme de la France,
vous nous expliquerez aussi comment vous percevez ce parcours à l'aube de vos responsabilités. En 1991, vous avez intégré le GIE Maison de la France, dont vous êtes devenu le directeur général adjoint en 1996. En 1997, vous prenez la direction de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. En 2004, vous devenez directeur adjoint de l'exposition internationale Images 2004. Et enfin, en parallèle, en 2004, vous dirigez donc l'AFIT, qui était l'Agence française de l'ingénierie touristique. Et tout ça vous amène dans une logique d'approfondissement et de fusion en 2008, puisque vous êtes chargé effectivement d'organiser une fusion entre Maison de France et l'Audit. Et c'est la création donc d'Atout France en 2009, dont vous devenez le directeur général. Jusqu'à, j'allais dire, ce mois d'avril 2019, où, sur proposition du ministre des Affaires européennes et étrangères, Jean-Yves Le Drian, vous êtes nommé donc président du conseil d'administration d'Atout France. En parallèle, parce que vous avez effectivement des vies multiples, vous êtes senior advisor chez Atrim, qui est une société de gestion de portefeuille avec pas mal d'interactions dans le domaine du tourisme. On pourra certainement aussi en parler tout à l'heure, du côté des opérateurs et des investisseurs. Vous êtes évidemment un passionné d'art et de culture. Vous avez été à l'origine de beaucoup d'expositions dans le monde entier. Il y a eu l'édition aussi d'un livre avec les Gobelins qui transpire notre cercle, qui s'appelle Terroir de France et jeunes photographies. Vous avez mis en avant des jeunes talents et on trouve ça effectivement très pertinent. Et vous avez également produit un court-métrage réalisé par Régis Varnier. Voilà. Et je sais que vous avez une grande passion pour le vin. On aura peut-être l'occasion de parler de patrimoine et de tourisme œnologique. J'ai été trop long et donc je vais, mon cher Christian, puisque je peux finir cette introduction. Donc, vous proposez effectivement de partager compte tenu de là où vous êtes et de ce que vous avez déjà fait dans cet univers et de cet environnement très particulier depuis le mois de mars. Voilà, quel est un peu votre regard, votre vision et votre bilan sur cette crise et ses impacts sur le tourisme, pas qu'en France et dans le monde. Voilà, Christian, je vous laisse la parole. Merci Pascal de cette présentation large et profonde. J'ai du mal à employer le mot crise. Je me demande si le mot crise n'est pas un peu dépassé, tant cette pandémie bouscule tout ce qu'on a connu avant, toutes les crises qu'on a pu connaître. C'est une situation totalement inédite, en particulier parce qu'elle est mondiale. Tout le monde est touché. Je me permets de rappeler quand même que le tourisme était une industrie mondiale, une économie mondiale, c'est même l'économie mondiale des mobilités, et qu'il y a 4 pans, j'allais dire presque industriels, qui sont interdépendants, qui sont les transports, particulièrement aériens, mais pas que aériens, il y a aussi tout le ferroviaire, les bateaux évidemment, et les gares et les aéroports dans le monde entier. Il y a la distribution. Ça, c'est très important de l'avoir en tête, hein, au cœur de la distribution, que ce soit les plateformes, les agences de voyage ou les voyagistes plus traditionnels ou les agences ou voyagistes de niche. C'est la distribution qui donne le ton du développement du tourisme, parce que c'est au cœur des plateformes qui sont devenues des salles de marché, véritablement, que le client, que le voyageur, que le touriste s'exprime quelquefois à son insu, parce qu'il y a des datas, vous le savez, et qu'il peut préciser sa demande, façonner l'offre, participer à la détermination des prix. Et évidemment, dans la distribution, il y a du conseil, des savoir-faire, une capacité de recommandation, de prescription qui est très forte chez les agents de voyage. Et il y a un autre pan de l'activité qui va de soi, c'est l'hébergement, tous les types d'hébergement associés à la restauration, qu'on trouve la restauration dans les hébergements ou dans les sites. Et puis, il y a les activités de loisirs et les activités culturelles qui font l'attractivité des destinations. Donc, ces différents pans constituent en interdépendance et si possible en bonne synchronisation le tourisme mondial et le tourisme territorial. Donc cette situation de pandémie, évidemment qu'on n'attendait pas,
frappe l'ensemble des activités, que ce soit le transport, l'hébergement, la distribution ou les activités culturelles ou de loisirs qui permettent au territoire d'être attractif. Et toutes les activités sont dégradées fortement, détériorées fortement. Et c'est vrai dans tous les pays qui sont à la fois, je le rappelle, pour 80% d'entre eux, des pays émetteurs de touristes et des destinations. Et donc, il faut bien comprendre que le tourisme, ce sont des flux aller et retour. Ce qui fait vivre des aéroports, des compagnies aériennes, dans leur modèle économique, c'est d'être un aéroport d'arrivée, un aéroport de départ, et pour une compagnie aérienne, pouvoir effectivement remplir les flux dans les deux sens, remplir les avions, pardon, dans les deux sens. Donc, on a une situation, je vais donner quelques chiffres, hein, quand même, c'est jamais mauvais, il ne faut pas en donner trop, mais on peut en donner quelques-uns. La chute du tourisme mondial, actuellement, sur l'année 2020, est de 75%. Quand je dis tourisme mondial, c'est à la fois les marchés intérieurs, les différents marchés intérieurs, c'est-à-dire, on comprend bien que chaque pays est a un marché domestique, et les marchés internationaux. L'émission de touristes a baissé de 75% dans le monde en 2020. Vous avez donc des taux d'occupation dans l'hôtellerie qui ont chuté d'à peu près au même niveau, à 75 voire 80% sur l'année 2020, avec des situations un petit peu différentes selon les segments d'offres touristiques, d'hébergement, selon les territoires. Si je vous donne quelques exemples, vous le savez, pour venir à la France, le taux d'occupation dans les hôtels en juillet, août, septembre et octobre était à peu près de 50% sur l'ensemble du territoire national en moyenne, comprenant Paris, alors que vous savez qu'à Paris, les taux d'occupation sont tombés à 15%, puis à 10%, puis actuellement à 8 ou 7% même. Et donc, ce qui a tiré la destination France et qui a fait que les taux d'occupation n'ont pas été si mauvais, c'est que dans l'ensemble des régions, on a pu bénéficier d'un marché domestique français très, très actif en France. Alors, un marché domestique français, ce sont des marchés émetteurs régionaux, hein, qui se comportent un peu différemment. Île-de-France, Rhône-Alpes, chaque marché est un marché émetteur qui va vers des destinations différentes, parce que tout ça a été très, très vif. Et également, on a eu la bonne surprise d'avoir à peu près 20% de clientèle internationale qui nous venait de Belgique, Pays-Bas, Suisse, un petit peu Allemagne. Si je compare avec d'autres destinations qui sont concurrentes, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie, la Tunisie, le Maroc étaient autour de 20 à 30%. L'Allemagne un peu plus, 40%. Donc on est dans un niveau de performance relativement élevé qui permet à une bonne partie de l'offre française de résister. Alors, si l'offre a résisté, et c'est pas seulement parce qu'il y avait un marché domestique, c'est parce que les aides gouvernementales ont été fortes. Le gouvernement a agi très vite, massivement, et sur l'ensemble des entreprises du tourisme, hein. Et on voit bien qu'il y a eu des effets très, très positifs. Le ministre en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a été très investi, avec Bruno Le Maire également, pour soutenir toute l'économie. On est dans une situation maintenant qui n'est pas tout à fait la même que lors de la première vague. La seconde vague est évidemment beaucoup plus préoccupante et dangereuse, parce que beaucoup d'entreprises sont au bout du rouleau. Et vous savez que derrière un hôtel, il y a une entreprise. Derrière un restaurant, il y a une entreprise. Derrière une agence de voyage, il y a une entreprise. Et derrière une entreprise, il y a des femmes et des hommes qui ont investi, qui ont porté un projet d'une vie. Et là, on sent que la situation est très tendue pour ces personnes, parce que on n'a pas beaucoup de visibilité. On ne voit pas le bout du tunnel. Et effectivement, il n'y a pas d'activité.
Alors, il y a encore une fois des territoires qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Paris est extrêmement touché, les grandes villes aussi. À Paris, quand vous n'avez pas eu d'activité pendant 9 mois, ça va être le cas fin décembre, hein, ou très très peu d'activité. Vous savez que Paris, l'activité touristique, c'est à la fois la clientèle internationale. Bon, elle n'est pas là à 90%. C'est le tourisme d'affaires, c'est-à-dire les congrès, ce qu'on appelle dans notre jargon le MICE, Meeting Incentive Congress Exhibition. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'événement. Donc, ni congrès, ni salon, ni séminaire. On n'a pas non plus, dans notre jargon, toujours le business travel, c'est-à-dire des gens qui se déplacent pour affaires à titre individuel. Ce qu'on est en train de faire le prouve. Hein, on est en visio, on est en télétravail, on est en audio, donc on ne se déplace plus. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit de se déplacer. On a le droit de se déplacer pour affaires, pardon, je me trompe, mais en fait, on l'utilise très peu quand même. On est plutôt dans le confinement et le télétravail, comme l'a souhaité le gouvernement. Donc, l'activité à Paris est très, très faible. Comme vous avez des loyers qui sont assez élevés, vous avez donc ce qu'on appelle des taux d'effort, c'est-à-dire le poids du loyer sur l'exploitation, que vous avez évidemment des niveaux d'endettement qui sont assez élevés parce que les acquisitions ont été faites à des niveaux aussi élevés, évidemment, vous comprenez que c'est très, très tendu. Donc, on a une situation à risque. Alors, j'entends que dans tout ça, il y a des perspectives possibles. D'abord parce qu'il y a un marché qui est résilient. On a bien vu que la demande était résiliente. Alors, je ne sais pas si c'est la frustration qui renforce le désir, mais en tout cas, lorsque on a pu constater cet été, lors des vacances d'été, des voyages des Français, qu'il y avait une dépense qui était montée un peu plus haut que d'habitude, parce qu'il y avait une envie de partager à nouveau avec des amis en famille et de ne pas être trop regardant sur les dépenses. Donc, il y a une demande résiliente. Mais je rappelle que le tourisme est une économie de l'offre, ce n'est pas une économie de la demande, c'est l'offre qui crée aussi le marché et la demande, et que si on veut maintenir une offre à bon niveau, qu'elle ne soit pas trop détériorée, qu'il n'y ait pas trop d'entreprises qui disparaissent, il faut soutenir l'offre, il faut la maintenir hors de l'eau, la tête hors de l'eau. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce tourisme était en transformation avant Covid. Évidemment, cette transformation s'accélère parce qu'il n'y a pas tellement de choix et puis que des bonnes bases avaient été posées. Selon les territoires, les situations sont différentes. Le niveau de vulnérabilité des territoires est différent. Quand on est dans un tourisme de nature, on connaît des sites très vulnérables qui ont connu de très très fortes fréquentations, des villages particulièrement beaux qui ont développé une fréquentation peut-être trop importante et des flux effectivement trop importants. Ce sont des questions qui étaient effectivement déjà abordées avant Covid, que ce soit la gestion des flux, la gestion de l'espace, la gestion des entreprises, sachant que le développement durable, c'est aussi des secteurs qui sont en amont du tourisme et qui sont déterminants. Le BTP, les mesures qu'on prend dans le BTP, dans la construction, dans les transports, impactent positivement le tourisme. Je parle de mesures de développement durable, hein, impactent le tourisme. Voilà, tout ce qu'on fait en amont a un effet sur l'activité touristique. Voilà ce que je voulais vous dire en propos liminaires. Moi, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, Pascal, bien entendu. Merci beaucoup, Christian. Peut-être un complément sur Atout France. Quel a été le rôle et quel est le rôle aujourd'hui d'Atout France et quelles sont les dynamiques d'Atout France pour répondre à ces enjeux-là? Je parle sur votre casquette de président du conseil d'administration. Alors, Atout France, évidemment, est très, très mobilisé à l'international sur les marchés internationaux pour comprendre ce qui se passe du côté de la demande et de pouvoir benchmarker nos concurrents. Bien sûr, que font tous les pays par comparaison avec ce que nous faisons, et puis observer les évolutions de la distribution. C'est important parce que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la distribution compte énormément. Il n'y a pas de secteur économique mondial sans distribution, et la distribution sur chacun des marchés, elle est altérée, elle est dégradée.
il y a des agents de voyage qui vont pas bien, il y a des plateformes qui vont moins bien. Et donc, à la sortie de la pandémie, la question qu'il faudra se poser, c'est qui sont encore les acteurs de la distribution en situation de pouvoir promouvoir notre offre, la distribuer, etc., etc. Donc, Atout France est mobilisé sur cette partie-là. Atout France a aussi donné une impulsion sur des campagnes nationales sur le marché domestique pour faire bouger un peu plus les Français en France. Et lance un certain nombre d'études qui permettent de savoir exactement où nous en sommes dans un certain nombre de secteurs. Je pense par exemple au secteur du tourisme d'affaires, aux séminaires, aux salons. Quels sont les salons annulés? Quelles sont les politiques des salons? Est-ce qu'ils maintiennent? Est-ce qu'ils font des projets de salons hybrides? Nous-mêmes, on a des projets à venir de salons, de workshops, d'opérations B2B qui seront hybrides, forcément. Voilà. Merci beaucoup, Christian. On reviendra certainement sur les aspects plus prospectifs et initiatives. Volontiers. Donc, alors, du coup, je vais passer la parole à Maria avec ce regard à la fois académique mais analytique et un regard très transversal, puisque dans les écrits, les travaux de Maria, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'anthropologie, à la sociologie, à l'économie, à la culture. Donc, ça va être, je pense, passionnant, chère Maria, de vous entendre sur ce contexte, ces défis et le regard que vous avez à travers aussi les universités, les 30 universités à l'UNESCO qui composent cette chaire que vous dirigez. Alors, on a vraiment envie de vous entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, je suis vraiment heureuse de partager ces quelques pensées avec vous. Cela a été dit, nous sommes effectivement devant le changement d'un paradigme, un changement totalement inédit dans l'histoire plus que bicentenaire du tourisme, quelque chose que nous n'avons pas connu dans le contexte des crises plus récentes, 2001 ou 2008. Vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a fait qu'au bout finalement de trois ans, grosso modo, entre 2017 et 2020, on est passé d'un contexte de overtourisme, donc un terme qui désignait la façon dont plusieurs destinations vivaient mal, une fréquentation touristique qualifiée d'excessive, notamment par les populations locales, au no-tourisme. Et les chiffres de 2020 vont tomber, je pense, de façon définitive très prochainement et effectivement on mesurera le pourcentage en fait de la chute du tourisme pendant cette année. Christian Mantei évoquait 75%, qui est effectivement un pourcentage qui est tout à fait effrayant. L'OCDE parle des 80%. Enfin bref, donc on est effectivement dans un contexte qui est inédit. Et on est démunis en fait. On est démunis lorsqu'on se pose des questions quant à la reprise. À partir de quand? À partir de quand est-ce qu'il y aura une reprise du tourisme? Quels seront les coûts économiques, sociaux et culturels plus durables? C'est-à-dire de quelle façon certains aspects seront touchés de façon beaucoup plus durable, beaucoup plus en fait, permanente. Est-ce que cette reprise se passera de la même façon sur tous les territoires ou est-ce qu'il y aura des effets différenciateurs? Ça, c'est une question qui est très importante parce qu'effectivement, tous les territoires n'ont pas été touchés de la même façon. Et surtout, est-ce que ce sera une reprise ou une réinvention du tourisme? Et il y a énormément de discussions, effectivement, sur ces derniers aspects, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agira de retrouver à ce qui est évoqué désormais comme un horizon de cette reprise possible en fonction des scénarios 2023, 2024, etc. Est-ce que ce sera une reprise, donc une situation, un business as usual, ou est-ce que cette crise, ce sera également l'occasion pour poser les choses différemment? Ce sont des discours, en fait, qui reviennent très souvent dans les analyses que nous lisons de la part des chercheurs, des acteurs. Donc, on est vraiment dans cette situation. Les discours sont un peu partagés entre ceux qui semblent dire qu'il ne faut jamais laisser passer une bonne crise sans en tirer profit d'une certaine façon, et ceux qui effectivement tirent la sonnette d'alarme sur les emplois perdus, la vulnérabilisation des territoires touristiques et qui demandent effectivement une reprise coûte que coûte. Il va de soi qu'il y a comment dire, on n'est pas dans des situations qui sont tranchées
et qu'il y a effectivement des passerelles entre ces deux situations. Et c'est ce que j'aimerais discuter un peu aujourd'hui. Donc, tout d'abord, rappeler qu'effectivement, cette crise a été extrêmement marquante pour plusieurs territoires. On a parlé de la France, on a parlé de l'Europe, et évidemment, en Europe, il y a des pays en fait qui sont parmi les premières destinations européennes qui ont été très affectés effectivement par cette situation. La France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, donc parmi les premières destinations mondiales pour les arrivées, pour les recettes internationales, mais on a des pays aussi qui ont un PIB qui les rend extrêmement dépendantes du tourisme, la Grèce, Malte, etc. Mais il faut également parler d'autres territoires qui ont également été, d'autres contextes, d'autres régions, qui ont également été extrêmement touchés. L'Afrique, par exemple, les pays les moins avancés, les petits États insulaires, donc qui sont en train d'expérimenter, de vivre une crise majeure, en fait, pour leurs économies. Et si on laisse les territoires pour aborder la question des populations, là aussi, effectivement, nous avons des effets qui sont totalement dévastateurs pour certaines populations qui sont plus vulnérables, les femmes, qui représentent la majorité des effectifs dans les secteurs du tourisme, les jeunes, les personnes qui travaillent dans les secteurs informels. Donc là, on sait qu'effectivement, cette crise et sera déstabilisante pendant très longtemps. On a vu également, bon, là, je parle davantage des questions qui me préoccupent personnellement beaucoup, de même que les réseaux Initruin UNESCO et la chaire UNESCO que vous évoquiez tout à l'heure et qui relèvent davantage du rapport au patrimoine naturel, au patrimoine culturel. Là aussi, enfin, c'est très important de dire que le Covid a eu également des effets dévastateurs sur le patrimoine naturel. On voit que la fermeture en fait, des zones naturelles protégées ont été un peu livrées à elles-mêmes dans certains contextes et que le braconnage, que les pillages a vraiment été extrêmement fort dans ces contextes-là. Et on voit que quelque part, le tourisme, parce que le tourisme était là, parce que les personnels étaient là, jouait un rôle protecteur qu'aujourd'hui, en fait, n'existe plus. Et on voit que finalement, cette affaire-là a été aussi très problématique pour la biodiversité. En termes de patrimoine culturel, là aussi, d'énormes problèmes, d'énormes soucis. On voit comment le Covid a touché donc des populations qui vivaient du patrimoine et du tourisme, comment elle a affecté les tissus culturels et sociaux des communautés locales, et en particulier donc des populations autochtones, des groupes ethniques, avec donc la fermeture de tout un ensemble des sites. Actuellement, 80% des pays ont fermé leurs sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut imaginer ce que cela représente en termes donc également des fragilisations sociales, culturelles et économiques. Donc, ces contextes-là, on en a parlé et c'est vrai qu'il faut absolument les garder en tête. À côté de cela, vous avez tous ceux qui considèrent qu'il faut tirer des leçons de cette crise et que la pandémie peut devenir un temps de réflexion qui pourrait nous permettre donc de réfléchir à la façon dont on peut résoudre un certain nombre de problèmes qui relèvent d'un surtourisme, d'un surdéveloppement, d'une pollution, de la destruction de l'environnement, des conditions de travail qui sont parfois injustes, de l'exploitation des populations locales, de la marginalisation de certaines communautés locales, etc. Et donc, ils disent que les secteurs du voyage, les secteurs du tourisme pourraient, d'une certaine façon, profiter de cette pause pour faire face à ces réalités qui sont plus problématiques, qu'il s'agisse donc de l'accès de l'industrie des bateaux de croisière ou autre chose. Et qu'il faut peut-être qu'on change quelque part de paradigme de développement. Donc, je pense que c'est très important de prendre en compte ces discours qui reflètent sans doute des réalités, mais qui reflètent aussi la façon dont les uns et les autres, les chercheurs, les acteurs, les communautés locales se positionnent par rapport à cette crise. Donc, il y a plusieurs voix en fait qui s'élèvent de la part de défenseurs, même de certaines décroissances du tourisme, et qui affirment que même si cette crise se termine relativement vite, ce qui ne sera pas le cas totalement, ça dépend de ce qu'on appelle vite, mais encore une fois, je pense qu'avant 2024, il ne faut pas imaginer une véritable reprise.
Donc, il estime que nous ne pouvons pas, que nous ne devons pas nous permettre de revenir à des niveaux de voyage connus auparavant, en particulier donc pour les segments les plus riches de la population mondiale. Alors, dans cette affaire-là, donc dans ces régulations, dans cette demande pour une régulation qui est évoquée par plusieurs acteurs, évidemment, le rôle des États est tout à fait crucial, puisque on a vu de quelle façon les États sont intervenus dans le contexte de cette crise, comment ils les ont aidés, ils ont accompagné en fait les secteurs du tourisme, ceci donc dans différents pays à un niveau européen et dans d'autres régions. Donc, la question qui est évidemment posée, c'est est-ce que, en faisant cela, est-ce que les États n'auraient pas également la capacité d'édicter de nouvelles règles? D'une certaine façon, c'est un peu ce qui est en train de se faire dans certains contextes. On peut évoquer ici l'exemple d'Air France et donc on a suivi que les renflouements en fait d'Air France a également été accompagné d'un certain nombre de contreparties, donc réduction du nombre de vols entre les destinations, réduction des émissions de CO2, intégration des carburants alternatifs, renouvellement de la flotte, etc. etc. Et on voit que cette volonté en fait de réguler un peu les choses et de préparer éventuellement une reprise et un tourisme qui sera différent dans les années à venir, on les voit également à un niveau européen. Bon, on peut évoquer l'année européenne du rail en 2021 et qui vise également à poser la question différemment, en fait, à se dire que sur un petit continent comme le nôtre, on pourrait peut-être commencer à voyager différemment, à ne pas prendre l'avion pour des trajets qui sont inférieurs à 4 heures, etc. Donc, on voit effectivement se pointer ces nouvelles approches qui me semblent tout à fait intéressantes. Là-dessus, il y a le rôle donc des organisations internationales comme l'OMT, pardon, qui abondent également dans ce sens, en considérant par exemple que la durabilité, parce que bon, on parle évidemment depuis plusieurs années de tourisme durable, mais la question c'est comment peut-on faire en sorte à ce que la durabilité devienne une nouvelle norme, hein, que ce n'est pas tout simplement un tourisme qui peut être aussi durable, mais comment cette durabilité peut infuser de façon beaucoup plus générale les secteurs du tourisme. Donc, pas un créneau du tourisme, mais vraiment une nouvelle norme pour chaque partie du secteur. Donc, ces questions sont effectivement extrêmement fortes et elles sont portées par plusieurs acteurs à un niveau local, à un niveau régional, national et international. Et on voit peut-être se pointer certaines tendances. On voit émerger effectivement cette problématique du tourisme de proximité. On n'a jamais autant parlé du tourisme de proximité, donc de cette volonté de la part de certaines clientèles de rester plus près de chez elles, d'utiliser de manière plus créative donc les ressources proches des territoires. On n'a jamais autant parlé de slow tourism, qui encouragerait donc la visite de nouveaux territoires, la redécouverte d'un patrimoine de proximité, peut-être un patrimoine plus modeste. Évidemment, la découverte des produits du terroir, pour reprendre aussi la thématique qui est la vôtre, le slow food, etc. Donc, on est également dans ces logiques-là qui prônent de plus en plus pour les retours d'une économie circulaire, qui nous invite à prendre davantage conscience de l'importance des chaînes d'approvisionnement locales, de la nécessité donc de repenser aussi la manière dont les biens et les services sont en général consommés par les touristes, et peut-être investir dans la transformation durable des chaînes de valeur du tourisme. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes et il faudrait que on arrive à les accompagner de certaines façons. Bon, on a déjà parlé du tourisme domestique qui effectivement a été une planche de salut extraordinaire pour la France, mais aussi pour plein d'autres pays. La question, c'est comment tout ceci pourrait évoluer si effectivement les tourismes domestiques devenaient quelque part, comme on dit certains, le new normal, si on passait effectivement dans une présence beaucoup plus importante
tourisme domestique. Là, il y a pas mal d'études là-dessus qui montrent comment certains pays pourraient très bien tirer leur épingle du jeu. Les cas de la Chine, par exemple, l'Allemagne, les Royaumes-Unis, qui sont aujourd'hui, semble-t-il, en position effectivement de se positionner pleinement dans ces tourismes domestiques. On a également beaucoup parlé, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'interroge personnellement et qui interroge les chercheurs de façon plus générale, de tous les tournants digitales, donc de la digitalisation, le rôle que tout ce qui est virtuel jouera dans les années à venir. On le voit déjà au niveau des affaires. On sait qu'une bonne partie des entreprises gardera les bonnes ou mauvaises habitudes de cette période-là et sans doute organisera beaucoup plus de réunions virtuelles qu'auparavant. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment finalement cette digitalisation, virtualisation impactera également le tourisme des loisirs. Et la question qu'effectivement je me pose beaucoup en tant que géographe, c'est la différenciation géographique, c'est-à-dire de quelle façon finalement les différentes régions, les différents pays pourront s'en sortir, puisque on voit effectivement que même si en 2023-2024, les dépenses touristiques mondiales reviennent à un niveau supposé donc le même que celui de 2019, eh bien, on sait que tout ceci ne se fera pas partout de la même façon, qu'il y aura effectivement des territoires qui seront en meilleure position parce que peut-être qu'ils auront la capacité d'accompagner beaucoup mieux finalement les mesures sanitaires. Ils auront beaucoup mieux la capacité également d'accompagner tous les aspects plus psychologiques en fait, parce que je pense qu'il y aura également pas mal de résistances émotionnelles autour de cette affaire-là. Je pense qu'il y aura des clientèles touristiques qui auront du mal à oublier cette période, même si les secteurs, par ailleurs, se régularisent. Donc, vous comprenez, je pense qu'il y a énormément de questionnements, mais pour moi, les questionnements sont intéressants, c'est-à-dire que évidemment, que je n'ai pas des réponses à ces questionnements, mais la façon dont ces questions sont posées aujourd'hui par les chercheurs, par les acteurs locaux, par les communautés locales, me semble en soi extrêmement intéressante, parce qu'elle est très parlante finalement de la façon dont le tourisme est aujourd'hui vu. Merci, j'espère ne pas avoir été très longue. Non, bien sûr que non. Maria, c'était en plus un partage assez complet sur les différents chantiers, y compris le digital. Est-ce qu'on peut prolonger avec Christian et vous-même le fait que, pour parler un peu de prospective, finalement, est-ce que cette situation avec le Covid ne bouscule pas, ça on le sait, mais ne va pas permettre, vous l'avez un peu dit tous les deux, mais il faudrait qu'on revienne dessus sur les transitions énergétiques, sur les objectifs de développement durable. Est-ce que finalement, ce n'est pas, entre parenthèses, une chance, une opportunité, indépendamment des drames, d'aller plus vite, plus loin, sur tous ces chantiers? L'exemple d'Air France est assez criant, mais c'est vrai pour la nourriture, la consommation locale, le tourisme œnologique, le tourisme gastronomique, le tourisme culturel. Je pense à Stéphane Bern et à toute l'initiative qui a été mise en place autour du patrimoine culturel. Est-ce que, pas que pour la France, bon, on va peut-être parler un peu plus de la France, toutes ces transformations vont pas bénéficier de cette crise pour aller plus vite et plus loin? Et dans quelles conditions? Alors peut-être Christian, peut-être pour réagir avec ce que Maria a partagé, et comment la France, les autorités, les institutions et les opérateurs locaux, comment ces gens-là travaillent ensemble pour aller plus loin dans cette transition et cette transition durable. D'abord, il y a deux choses qui caractérisent le tourisme, à mon avis. Enfin, il y a plus que deux choses. La première, c'est que c'est une industrie mondiale et mondialisée. C'est extrêmement important de le dire parce qu'en fait, je ne pense pas qu'un territoire puisse se développer, même de manière très vertueuse, avec un objectif de développement durable réussi et le plus vite possible, sans prendre en compte ce qui se passe au niveau mondial, parce qu'il y a une industrie mondiale, qu'on le veuille ou non. Les entreprises, par exemple, les investisseurs, et même les voyageurs, tout simplement, sont internationaux, français, étrangers, et ça, c'est un fait. Et donc, il faut bien avoir en tête qu'on a besoin, à un moment donné, de partenariats avec le monde extérieur. Et c'est comme ça que s'est fabriqué le tourisme, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est
c'est ce qui fait sa saveur, son ADN. C'est l'échange avec les autres, c'est la coopération, c'est de montrer aux autres son territoire, de les guider, les autres, et de rencontrer. Donc, c'est la rencontre des cultures. La deuxième chose, c'est que le tourisme, il y a une telle variété de marchés, de segments de marché, de produits, d'offres, de situations géographiques, de territoires, de niches aujourd'hui, qu'on va se retrouver dans des situations très, très diversifiées, très variées, de territoires qui, parce qu'ils sont paradoxalement un peu en retard, je pense qu'il y a des territoires qui se vivaient comme étant en retard et qui vont se mettre un peu en avance parce que ça, c'est Pascal qui le suggère. Au fond, pour eux, ça va être une opportunité. Moi, je dis toujours, puisque Pascal évoquait notre rencontre historique, si je puis dire, dans un château, dans le Cantal. Dans le Cantal, je précise, pas à Versailles. Alors, le Cantal est magnifique, mais le président du département du Cantal, M. Faure, m'a appelé il y a 2 mois pour me dire « Christian, j'ai un problème, vous le savez très bien, vous avez les chiffres. En pleine croissance du tourisme mondial, européen et français, nous, on a fermé des hôtels. Nous, on a fermé des hébergements. Donc, la question pour des territoires qui étaient en sous-développement, c'est aussi comment, certes, on développe bien dans de bonnes conditions et on a une politique de développement durable, mais tout simplement comment on se développe. Ça va être une équation difficile à gérer pour un certain nombre de territoires parce que la France est le pays de la variété du tourisme et le pays du déséquilibre du tourisme. C'est-à-dire que vous avez des sites, des villes qui ont bénéficié de forts investissements en infrastructure et des investissements privés, des politiques très volontaristes et qui ont bénéficié de flux assez importants et finalement assez vertueux quand même au plan économique, même s'ils sont discutables certaines fois au plan du développement durable. Et donc, mais vous avez des sites et une grande partie de la France qui fermaient des hôtels, hein, y compris si je prends l'exemple du Val-de-Loire, marque mondiale avec des châteaux qui attirent des Asiatiques, des Américains et le monde entier, bah, vous n'avez pas une offre hôtelière suffisante. Vous n'aviez pas une offre hôtelière suffisante. Une fois que j'ai dit ça, je vais ajouter un autre point. Donc, je vous ai parlé de Paris, je vous ai dit que Paris était dans une situation désastreuse. Paris, dans le tourisme, c'est 300 000 emplois. 300 000 emplois. La question, alors, il n'y a pas que des touristes qui sont touristes à Paris, il y a des Parisiens qui sont touristes à Paris. Quand on parle de la restauration et des restaurants qui sont fermés, on parle aussi des Parisiens qui sont privés de restaurants et des restaurateurs qui sont privés de Parisiens. Hein. Quand on parle des musées qui sont fermés et qui se privent d'une recette qui est pourtant très importante, on parle aussi des Franciliens, des Parisiens, des Français, évidemment des touristes. Aujourd'hui, comment on fait pour sauver ces emplois, si je puis dire, ou les repositionner parce que derrière, il y a le choc social. Hein. Donc, il va falloir, dans certains cas, ça peut être une opportunité, c'est le cas du Cantal, ou de certains sites du littoral, ou de montagne, ou de petites villes d'ailleurs. Hein. Il y a des petites villes qui n'ont pas connu le développement touristique, qui sont passées à côté. Dans d'autres cas, c'est très inquiétant ce qui se passe parce que on va avoir une équation économique et sociale à prendre en compte. Enfin, ayons en tête que, puisque je parle de Paris, que 60% des visiteurs à Paris sont des visiteurs qui sont qualifiés comme touristes parce qu'ils descendent une nuit au moins dans un hébergement marchand, mais dont la motivation est le tourisme d'affaires ou le déplacement d'affaires. 60%, qu'ils soient français ou internationaux. Et qu'est-ce qui faisait qu'ils venaient? C'est simplement parce que l'économie est mondialisée et que naturellement, pour faire des affaires, pour participer à des salons, bah, il faut se déplacer et le monde entier se déplaçait dans tous les sens. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de mobilité, quelle économie, au pluriel, pas que touristique, hein, quelles industries, quelle économie, quel type d'échanges commerciaux on aura? Je pose la question. Et si on a un retour aux mobilités, à l'économie mondiale des mobilités, parce qu'on soutient une économie qui est mondialisée, qui est à nouveau mondialisée et industrialisée au plan mondial, à ce moment-là, si les vols existent, si les aéroports reprennent leur activité, si les trains, les Thalys, les Eurostar et les TGV continuent à fonctionner autant qu'auparavant avec
une majorité de déplacements à faire, j'insiste, qu'est-ce qui va se passer? La disponibilité des transports sera là et les flux reprendront. Et avec les risques de déséquilibre qu'on connaît. Donc, la question, c'est la question des déséquilibres territoriaux, la question de l'amont du tourisme, qui est pour moi, bien sûr, il y a de la motivation purement touristique, de loisirs, de déplacement d'agrément, d'aller visiter un pays, pour des raisons souvent culturelles d'ailleurs, hein. La culture est un moteur du développement touristique. J'ajoute que, d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce qui a porté la croissance du tourisme, forte croissance ces 10 dernières années, même 15 dernières années à raison de 3 à 5% par an, c'est le tourisme des urbains dans les villes pour des courts séjours. C'est-à-dire que ce n'est pas du tourisme dans le littoral, à la campagne, à la montagne, etc. C'est des gens qui allaient dans des villes plusieurs fois par an simplement pour des raisons culturelles. Et c'est le court séjour qui pose un problème de croissance durable, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, Maria l'a très bien dit. Et au fond, entre le tourisme d'affaires, le déplacement d'affaires, qui encore une fois n'est pas une motivation touristique, mais tombe dans les statistiques du tourisme et peut reprendre, évidemment, parce qu'on va tous souhaiter, le monde entier va souhaiter que l'économie reprenne. Et donc, est-ce que l'économie mondiale, l'économie des pays peut se passer de mobilité? Peut se passer de mobilité combien de temps? Est-ce que les visios suffiront? Moi, j'aime bien les visios avec Pascal et ses amis, mais je veux dire, quand est-ce qu'on va boire ensemble un verre de vin à la fin d'une réunion? En écoutant un peu de jazz. En écoutant un peu de jazz, en se tapant sur l'épaule, enfin, je veux dire, voire en s'embrassant, enfin, c'est quand même effrayant, ce qu'on nous promet là. Donc, moi, je pense à un retour à l'humain. Un retour à l'humain sans rencontre, c'est pas possible, y compris pour les affaires. Je pense que pour signer des contrats, il faut à un moment donné qu'on se voit aussi. Bon, bref, je suis en train de dire, vous avez compris qu'il y a une mécanique de l'économie mondiale avec des ressorts qu'on connaît bien qui reposent sur la mobilité, tout secteur confondu, qui nourrit l'hôtellerie, qui rend disponibles les compagnies aériennes, les vols, les trains, etc., et les capacités et les hébergements pour les touristes. Et donc, est-ce qu'on saurait viser pour Paris un équilibre en partant du principe qu'il n'y avait pas d'équilibre avant, ce qui peut être contestable par certains. Voilà, est-ce qu'on trouve un équilibre là où on était avec une certaine intensification du tourisme, et dans d'autres cas, est-ce qu'on sera capable encore de faire du développement avec des investisseurs qui peuvent venir du monde entier? Voilà les questions que je pose, puisque Maria pose des questions, moi je me suis dit, tiens, je vais poser des questions aussi. Ça tombe bien. Est-ce que Maria, on arrive un peu à la fin, est-ce que Maria, alors on fera des propos conclusifs, hein, on va faire un peu de prospective pour tous les deux, mais est-ce que Maria, vous voulez réagir à ce qui vient d'être partagé par Christian, de votre point de vue analytique, universitaire, peut-être des études qui sont faites aussi en ce moment ou dont vous avez quelques résultats, voilà, comment vous pouvez réagir sur très rapidement, parce que je pense que Christian a dit l'essentiel. Mais très rapidement, effectivement, il y a des études. Moi, je suis vraiment étonnée de voir comment, finalement, et de quelle façon les chercheurs sont emparés de ces sujets. Il y a énormément d'études, d'enquêtes, etc. Et s'il y a un résultat, quelque part, qu'il faudrait qu'on retienne et qui répond sans doute aux inquiétudes ou aux questions de Christian, c'est que finalement, tout le monde a envie, les personnes, quand on pose les questions, ont envie de retrouver finalement une mobilité, ils ont envie de visiter, ils ont envie de retrouver finalement les lieux qu'ils aiment, qui les font fantasmer et pour lesquels il y a un imaginaire de tourisme extrêmement important. Donc là, personnellement, je n'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que nous allons retrouver notre humanité. Mais on va sans doute la retrouver différemment. Parce que si je change, je sors du tourisme là maintenant et je prends plutôt l'exemple de l'université. Pendant des années, ils ont essayé, ou la question a été posée, de nous mettre un peu sur ce travail en ligne. Et il y a eu effectivement des résistances tout à fait importantes et tout à fait compréhensibles d'ailleurs. Là, on s'est mis par la force des choses. Je pense qu'une bonne partie de ces habitudes, bonnes ou mauvaises, que nous avons prises pendant cette période-là, on va les garder. On va les garder. On les voyait déjà comme une préoccupation importante de nos collègues, notamment des pays scandinaves, des pays nordiques, qui disaient non,
on ne peut pas se réunir physiquement, c'est trop pour l'environnement, on ne peut pas se le permettre, j'ai l'impression que nous commençons un peu à prendre ce pli. Cela dit, je ne pense pas qu'on ait des raisons d'avoir des inquiétudes sur notre volonté de voyager, de se retrouver et de boire un coup ensemble. Je trouve que on va peut-être proposer des éléments de conclusion. Justement, j'aime beaucoup ce truc habitude bonne ou mauvaise. J'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Qu'est-ce qui fait que dans 12 mois, 18 mois, 36 mois, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent sur, certains se disent dans l'aérien, alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne veux pas juger aujourd'hui. Est-ce que, pas que dans l'aérien, est-ce que à 12, 24 ou 36 mois, comment on peut faire pour garder que les bonnes habitudes et arrêter les mauvaises dans ce champ, dans ce secteur, avec les terroirs et les territoires du tourisme? Quelles seraient vos recommandations à la fois académiques et politiques, mon cher Christian, puisque vous fréquentez beaucoup de ministres et il y a beaucoup d'interministériels sur ces sujets-là, avec la culture, le sport, l'environnement. Quelles seraient vos recommandations à tous ces opérateurs publics et privés pour qu'on garde le bon et qu'on oublie le mauvais? Bon, d'abord, il faut avoir une vision prospective. Je pense que la prospective, c'est voir devant, c'est pas voir avant. Voir avant, c'est la prévision. On fait beaucoup de prévisions, on est sur 3-5 ans. On ne fait pas de prospective à 50 ans. Bon. Donc, au fond, il faut une vision prospective parce que je vous signale, je vous rappelle qu'un avion, ça coûte très, très cher et ça s'amortit sur le très long terme. Dans l'hébergement, vous avez la même situation. Un bail amphithéotique de 50 ans qui est signé par une ville avec un opérateur touristique, c'est un modèle économique de 50 ans quand même. Hein. Donc, si vous n'avez pas de vision prospective, une stratégie, une politique avec des scénarios en prospective, puisque c'est la méthode des scénarios qui est généralement retenue dans la prospective, vous ne pouvez pas caler votre industrie, la fabrication des avions, parce que moi, Pascal, entre nous, je suis un brave type du tourisme, mais la fabrication des avions, c'est pas moi. Hein. Le carburant, c'est pas moi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, mais au fond, est-ce que la communauté internationale, les pays, les États et l'industrie est sur le bon chemin pour des avions, entre guillemets, transformés, propres, etc. Bon. Donc, au fond, encore une fois, je le disais tout à l'heure, souvent la question, elle est en amont de nous. Les infrastructures qui sont créées, qui développent des flux de manière considérable, y compris automobile d'ailleurs, dans certaines villes, c'est pas le tourisme. Le touriste, lui, quand il arrive dans une ville, il aime bien un espace public bien léché, bien entretenu, avec des circulations douces. Il n'aime pas risquer de se faire écraser et risquer d'être pollué, entre nous, au fond. Le voyageur, c'est qui? C'est des braves personnes qui ont envie de vivre un peu différemment que ce qu'elles vivent dans les métropoles, dans les mégapoles, dans des conditions optimales et se sentir un consommateur à la limite. Donc au fond, quelles sont nos politiques industrielles de production dans l'automobile, dans les trains, dans les avions, dans les infrastructures pour le BTP, parce que ça va influencer le reste. Quand on en est, nous, au niveau de l'exploitation des hôtels, par exemple, à dire il faut moins consommer d'eau, ne pas donner ses serviettes à nettoyer tous les jours, à la limite, on y arrivera. Bon, mais encore faut-il que les communes, les territoires, les États, les industries aillent dans le bon sens. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas non plus être trop radical. Et ça, je le dis parce que j'ai l'âge que j'ai. Et moi, à mon âge, j'ai visité le monde entier. J'ai eu la chance d'aller partout pour le travail ou à titre personnel. Et j'ai une petite émotion quand je me dis, mais et si les jeunes que vous êtes là, vous n'aviez pas accès au voyage comme j'ai pu l'avoir, moi, accès au voyage. Même si vous restez plus longtemps, parce que moi, à la limite, j'étais frustré de ne pas rester suffisamment longtemps. Donc, si mon employeur me disait, reste 15 jours au lieu de rester 3 jours, c'est bien. Et puis, bien sûr, il faut penser à une politique d'innovation industrielle,
d'innovation dans le design, d'innovation dans les techniques d'architecture, les techniques du BTP, dans les circulations douces, l'espace public, etc. On voit qu'on va dans le bon sens. Le design de service de l'espace public, c'est bien ça. C'est faire cohabiter différents usages et usagers dans des conditions souhaitables, souhaitées par tous, de protection évidemment de l'environnement et de la ressource. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Avec, j'imagine, vos activités chez Atrim, avec ces produits, ces projets d'investissement, j'imagine que vous le mettez en pratique dans cette structure-là. Maria, peut-être des propos à la fois conclusifs et prospectifs sur ce côté, garder le bon et arrêter le mauvais de façon Oui, pragmatique alors et déjà, réaliste. Ça veut dire déjà quoi pour- il n'y a pas toujours un consensus sur le bon et le mauvais. Oui, Je déjà. vais commencer par cela, mais bon, je ne sais pas quelles sont les bonnes habitudes pour les uns ou pour les autres. Mais Christian disait tout à l'heure qu'il faut que les communes, les territoires, les États aillent dans le bon sens. Et effectivement, on a une occasion pour aller dans le bon sens. On a une occasion pour faire en sorte à ce que certaines bonnes règles soient appliquées. J'évoquais tout à l'heure l'exemple du train. Moi, je pense que ça, c'est par exemple une bonne habitude. Ça nous permet de voyager, ça nous permet de voir du pays, ça nous permet peut-être de le voir mieux qu'à travers un avion. On peut peut-être se dire qu'il sera fortement encouragé à ne pas utiliser les transports aériens pour les petites distances. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait tout d'abord venir du côté des utilisateurs, des touristes, mais ça peut, de façon plus générale, venir aussi comme une incitation forte de la part d'autres acteurs. Si je me mets tout simplement dans ma position d'universitaire et je compare la façon dont font dans d'autres universités d'autres pays, on n'a pas les droits. On n'a simplement pas les droits de prendre l'avion pour aller à Florence. On n'a pas les droits de prendre l'avion pour aller même à Berlin. Donc, c'est des choses pour lesquelles, enfin, je veux dire, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas choquant de dire que c'est vraiment le moment de prendre les plis. Mes collègues de KU Leuven, lorsqu'ils voyagent, ils payent une partie de leur poche, pas de l'université. Ils payent 2 ou 3 euros pour la compensation de ces voyages, qui est professionnel en l'occurrence, mais qui effectivement peut avoir un impact. Ça peut paraître un peu exagéré à certains, mais moi, cela me semble faire partie de ces bonnes habitudes que si on ne prend pas là maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourrait les prendre. Bon, on va rester optimiste. J'allais dire que c'est dès demain, comme disait un célèbre président. En tout cas, merci beaucoup d'abord pour ces expertises. Ravi avec toute l'équipe d'avoir ce duo. On cherche à faire des duos en permanence, en plus des duos hommes-femmes par définition, dans un monde équilibré. Donc, et ces expériences et votre lucidité aussi, votre pragmatisme sur des visions prospectives pour pas qu'on se raconte n'importe quoi non plus, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques derrière. C'est avec l'ensemble des opérateurs et nous-mêmes acteurs, j'allais dire nous-mêmes consommateurs, comme vous le disiez très bien, Christian. Je crois que c'est à chacun peut-être dans le monde et pas qu'en France, à prendre des initiatives et à consommer du tourisme et à pratiquer le tourisme peut-être différemment. C'est d'abord par nous que passeront peut-être les transformations chez les industriels, chez les avionneurs, c'est ceux qui font du train et ceux qui nous hébergent et qui nous nourrissent. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On va avoir une actualité, on va reprendre les dynamiques du cercle TTT pour ceux qui nous écoutent dans les prochaines semaines. Avec Bernard et Pascal Perrineau, on va essayer de monter effectivement un événement on espère en physique après le mois de janvier avec non pas le Cornu, le ministre, mais sa successrice. Et on essaiera de faire un événement autour de nos thématiques. On va aussi monter, on l'avait prévu, une rencontre avec nos amis lyonnais, cité de la gastronomie, mais pour parler peut-être d'autre chose que gastronomie. Et on avait prévu également de faire des choses à Marseille. Voilà, donc c'est juste pour mettre en perspective, en espérant, évidemment, comme on le souhaite tous, de ne pas se contenter du digital, même si en digital, d'autres personnes peuvent nous joindre et ça ne nous empêche pas de faire des choses effectivement en physique. Voilà, merci beaucoup en tout cas Christian et Maria. Merci Sylvia. Merci à vous. Merci à vous. Et à très bientôt certainement pour d'autres sujets. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir, à bientôt. merci. Bonne soirée. Merci.